Cet assassinat est un complot national et un complot international, et c'est la seule révolution africaine du XXe siècle. C'est-à-dire une tentative de changer les rapports de production menée par une petite bourgeoisie éclairée qui imite un peu le modèle cubain. Et pour nous, nous sommes nés, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, la même année que la révolution du Burkina. Donc nous avions eu un intérêt tout à fait particulier avec cette expérience, que nous avons suivi car c'était la seule expérience de développement autocentré, ce qui voulait dire surtout, comme le reconnaissait la FAO, et je cite, « L'autosuffisance alimentaire a été bel et bien atteinte, contrairement aux prescriptions des ajustements structurels dans ce pays-là. » Alors ce qu'il faut saisir, c'est que le Burkina arrive à contre-courant d'un ordre mondial qui instaure les ajustements structurels. C'est le seul pays qui va à contre-courant dans le continent africain, alors que tous les autres sont sommés de s'astreindre à ce que la mondialisation de façon odieuse impose, c'est-à-dire non pas elle qui va au chevet de l'Afrique, mais l'Afrique qui doit, elle, s'ajuster aux desiderata de la mondialisation, c'est-à-dire le désengagement de l'État et l'irruption du marché et le changement du système de souveraineté. J'ai eu à montrer il y a 10 ans dans un film qui s'appelle Africom Go Home l'ampleur de la recolonisation militaire qui frappe le continent africain. Dans ce film, il est illustré le djihadisme international, la déstabilisation de la sous-région et la réfection des codes miniers qui est en fait immédiatement la conséquence directe de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est la réfection des codes miniers qui commence au Burkina et qui s'étend dans la sous-région. Je m'en vais vous expliquer en réalité pourquoi c'est important cette révolution africaine et pourquoi c'est important pour le panafricanisme et pourquoi pour nous la question de la lutte contre l'impunité est centrale et que si on ne gagne pas cette lutte, il n'y aura pas de panafricanisme au XXIe siècle. À 37 ans, comme Ernesto Che Guevara, et pour la même cause, Sankara a rejoint l'immortel panthéon des humains intègres. Il a incarné dans la mémoire historique de la plupart des Africains et des Africaines l'espoir d'un changement basé sur la seule contribution de nos propres forces. Il a été l'instigateur d'un changement qui demeure un impératif incontournable pour la majorité des formations sociales africaines. Pour comprendre son projet de société, mais surtout le volontarisme si dérangeant qui contribua d'ailleurs à faciliter l'œuvre de ces assassins, il faut replacer sa lutte dans l'ère de la guerre froide et l'épuisement du mode néocolonial de croissance perfusé par les ajustements structurels. Sa lutte est et demeure la nôtre. Nous l'avons entrepris en même temps que lui en 1984, comme je l'ai dit au sein du Grilla, dans une perspective panafricaine et internationaliste. Nous avons étudié cette révolution et nous avons surtout étudié la compradorisation felonne. La compradorisation, c'est le terme qui décrit les élites compradors subalternes qui acceptent que l'impérialisme considère l'Afrique sans les Africains. Et nous avons effectivement organisé un collectif d'une vingtaine d'avocats et mené la première campagne africaine contre l'impunité. Nous avons gagné aux Nations Unies et nous venons de gagner en avril au Burkina Faso pour la réhabilitation et la justice pour Thomas Sankara. Comme l'a dit mon prédécesseur, pour cerner la profondeur de l'œuvre de Sankara, il faut comprendre les conditions dramatiques de développement dans lesquelles la Haute-Volta est insérée, un pays enclavé, cheville ouvrière du miracle de la Côte d'Ivoire. Et un pays qui était en quête permanente de l'autosuffisance et comme fournisseur régional de main-d'œuvre bon marché, ce pays prédisposé à la poursuite classique du développement de type néocolonial. Thomas évoluait dans des conditions qui lui donnaient une claire compréhension de son appartenance à la petite bourgeoisie intellectualisée, mais il fut animé toute sa vie par une obsédante vocation. Non pas qu'il était guidé par un messianisme narcissique comme ses bourreaux ont voulu le faire croire, mais parce qu'il avait une claire conscience de sa responsabilité historique.
Il a en fait l'intuition d'appartenir à la rare catégorie de l'intelligentsia révolutionnaire africaine. Ceci n'est pas une appartenance de classe, c'est une particularité qui se caractérise par une praxis que l'on peut réduire à une propension à l'anticapitalisme, à la faculté de pouvoir sauvegarder une symbiose avec les masses populaires dont il fit l'ardente promotion de la vitalité culturelle, et enfin ce trait commun aux grands progressistes de notre temps, cet internationalisme humaniste et universaliste qui lui permit l'intelligence de comprendre la nature du système mondial. Qu'il soit en train de croupir dans la prison pour son idéal, puis haranguant la foule durant son bouillonnant intermède de pouvoir, il n'a cessé d'être convaincu de la pertinence de son projet de société. La seule animosité des grands intérêts de ce monde et des Judas autour de lui aurait pu convaincre d'ailleurs n'importe qui de la justesse de la voie à suivre. On peut s'étonner de l'amnésie du peuple burkinabé et de l'anesthésie qui s'est emparée de lui, comme de la torpeur qui a saisi bien des patriotes africains après le sinistre événement du 15 octobre 1987. Peut-être par peur, par immaturité, mais tout cela s'explique en partie par la réaction au volontarisme intrinsèque qui a été très bien décrit tout à l'heure et au projet société dit de la transformation nationale et populaire. Qu'est-ce que la transformation nationale et populaire? C'était un développement en rupture radicale avec les désordres antérieurs, mais aussi les mentalités et autres rigidités culturelles. Il supposait une adhésion populaire, un engouement des masses, un sens du sacrifice des couches possédantes. Bref, un ensemble de conditions qui fait de Thomas, comme de certains de ses illustres prédécesseurs panafricanistes, des visionnaires en avance sur leur peuple. Non pas que leur projet de société ne soit pas valable pour les années 80 et 90, et même aujourd'hui, mais parce qu'en réalité, c'est inhérent à une rupture avec la compradorisation et la mondialisation capitaliste. C'est pourquoi c'est un épisode complexe qu'il faut comprendre pour ne pas répéter certaines erreurs. La première erreur de Thomas fut de croire ce processus d'alliance bien enclenché. Cependant, le choix de privilégier l'agriculture et les paysans pour le sursaut national, le choix de construire un marché intérieur de biens de consommation de masse, accessibles et variés, la volonté de satisfaire pour le plus grand nombre les besoins essentiels, que ce soit l'eau, l'éducation, la santé, la volonté de pouvoir contribuer à l'émancipation de la femme, non pas de façon théâtrale, mais de façon concrète, avec un changement des rapports de production, comme celui d'avoir une gestion patriotique des deniers publics en refusant la subalternisation qu'impose le système mondial, sont toutes des initiatives prises par un élan radical et contraire à la norme en vigueur dans le système mondial. Dès lors, toute intelligentsia progressiste qui opte pour cette voie s'expose sciemment à la trahison, à l'impatience de certains pans de la société, à l'incompréhension et à la fomentation de bien d'autres. Nous croyons pourtant que les grandes orientations du 4 août sont pour l'instant encore essentiellement correctes et que toute initiative de ce type doit être encouragée à l'échelle des pays, mais aussi à l'échelle du continent. La vague de démocratisation qui a suivi, qui a été orchestrée, sont des types de démocratisation de représentation qui favorisent principalement le secteur privé, l'investissement étranger et le dessaisissement de nos populations. Et en réalité, c'est ça qui s'est passé. Et l'entêtement légitime de Sankara qui voyait ça était effectivement une sorte de volontarisme, c'est-à-dire qu'on est en avance sur son peuple. Le volontarisme, pour les progressistes, vous le savez, c'est une déviation qui peut être dangereuse pour toute révolution. L'avant-garde révolutionnaire, ici l'intelligentsia progressiste, a peut-être péché par subjectivisme. En d'autres mots, une sorte de dogmatique s'installe où la répétition aveugle des slogans et des leitmotivs ne peut à elle seule faire l'économie des étapes incontournables vers la révolution. Idéologiquement, une telle tendance a pour effet d'induire en erreur puisque l'aspiration révolutionnaire sans borne fait confondre désir et réalité concrète. Au niveau de la décision, surtout de la décision politique, la nécessité d'alliances tactiques et même une prise en compte rigoureuse de l'état réel des rapports de force et de classe doivent procéder et précéder toute initiative majeure. Thomas Sankara n'était pas pour autant un gauchiste. Il a su rester en contact permanent avec les masses et leurs aspirations. Peut-être par contre que la marche de la Révolution s'est-elle trop laissée guider par la direction petite bourgeoise et la volonté de l'élite dont Thomas Sankara faisait partie. Notre critique la plus sévère à l'endroit de ce grand homme est donc claire, la tendance au gauchisme existait bel et bien dans son entourage et faisait trop peser la Révolution sur la direction plutôt que sur l'organisation d'une entité capable de mobiliser, de canaliser les masses et leur permettre d'acquérir la maîtrise du pouvoir. Thomas, au crépuscule de sa vie, avait remarqué que ce n'était pas
qu'à lui et aux proches de déterminer l'histoire, mais à un parti d'avant-garde des masses chargé de réaliser les étapes de la révolution. Il considérait d'ailleurs, contrairement à l'Union des communistes burkinabés, aux Compaoré et aux autres, qu'un parti d'avant-garde composé d'élites ne pourrait être la solution. C'est pourquoi il a suggéré dès le mois de juin au sein du CNR la dissolution de 4 partis qui le composent afin de permettre la transition vers un parti de masse. Ce n'était pas l'avis de la Troïka, Compaoré, Zongo et Lingani, ni des partis OMR, ILCR, GCB et UCB. Une fois son dessein connu, il travaillait à la rédaction de la base idéologique de ce futur mouvement. Il devenait dangereux pour ceux-là même qui s'étaient détachés des masses, ceux-là même déterminés à couper les ponts avec le peuple, ceux-là même qui considéraient que réaliser les étapes d'une révolution démocratique devenait dangereux. Dans son discours du 4 août et du 2 octobre, il invite les révolutionnaires à l'unité dans le pluralisme et recuse les aventurismes et les égarements de certains CDR. À la rencontre du CNR du 8 octobre, qui était d'ailleurs la date fatidique du complot, Sankara propose la tenue d'une élection nationale de 120 représentants du peuple et signale sa désapprobation à se lancer dans une répression des syndicalistes et d'autres personnes de la société civile. Mais son assassinat n'en fut plus qu'hâté par ceux-là même qui, depuis des mois, audissaient un irréparable complot. C'est pourquoi nous rappelons à tous nos camarades que l'histoire ne peut pas être le produit de la volonté d'un homme ni d'un groupe. Nous avons vu qu'un groupe, encore plus lorsqu'il est issu de l'armée et donc prédisposé à n'user que du langage respecté, c'est-à-dire la force, ne peut fonctionner que de façon autocratique, car les despotes répugnent à divulguer leurs problèmes sur la place publique et laisser le peuple à régler leurs différends qui les opposent. D'ailleurs, peu de temps après, la zizanie va affecter la Troïka et Zongo et Lingani seront liquidés, amenant dans leur cortège d'autres victimes. Le simulacre de démocratie qui s'en est suivi, la cooptation de la France et de l'Occident, l'essoufflement de la renonciation blasée des masses sont des schémas classiques de la compradorisation qui ravagent encore aujourd'hui le continent africain. Retenons qu'une tendance groupusculaire ne concrétise qu'une rupture avec les masses. Il faut rester lié et en contact permanent avec les intérêts de classe des masses. Il faut croire en leur potentiel créateur une fois qu'elles sont auto-organisées. Il faut, en restant dans la ligne de satisfaction de leurs intérêts immédiats, tracer une stratégie commune en consultation constante avec elles, car elles s'évertueront toujours elles-mêmes à vouloir s'éduquer et s'informer si ces critères essentiels de la mobilisation ne sont pas négligés par l'avant-garde révolutionnaire qui est enracinée en elles. Que ce soit pour les populations qui ont lutté et fait tomber l'apartheid en Afrique australe, ou les autres qui reconstruisent après les affres de la guerre, ou qui combattent les culturalismes, les fondamentalismes d'extrême droite de type djihadiste ou les intérêts compradors, nous sommes contraints à la libération et au développement national populaire et surtout à cheminer plus rapidement vers l'État panafricain. C'est ça l'horizon de cette jeunesse et c'est vers cela qu'il faut travailler. Ce n'est pas de la démagogie, mais plutôt du bon sens qui doit tenir compte des exigences et des intérêts réels. Cet ordre mondial dans lequel nous sommes, même affublé du qualificatif de nouvel ordre mondial, sera impitoyable pour l'Afrique. Parce que si nous ne nous organisons pas, ils vont nous organiser. Plusieurs pans des formations sociales seront marginalisés, condamnés à la mendicité et au règne cupide de castes de prédateurs qui pullulent dans toutes les capitales africaines. Les autres formations sociales qui auront la possibilité d'être intégrées au marché mondial ne le seront qu'au vil prix de la compradisation et des coteries plutocratiques. Et surtout de l'ajustement permanent qui est exactement le mode de vie de la gestion de l'enlisement. Ceci est le sort que réserve le capitalisme en cours à l'Afrique. Et c'est exactement contre cela que Thomas Sankara s'est interposé. C'est-à-dire la possibilité d'une vie décente à une infime minorité de privilégiés, quand il parlait du champagne pour quelques-uns, et la survivance des autres au crochet d'une économie informelle de marché et de services hétéroclites de biens recyclés et au rabais, et d'un système productif incapable de se dégager de l'ancienne division internationale du travail dans laquelle l'Afrique est toujours empêtrée. En ce sens, le projet de Sankara venait à son heure. Il continue d'être pertinent pour l'Afrique tout entière, voué pour l'instant à la gestion de l'enlisement des bailleurs de fonds. C'est une Afrique qui est aujourd'hui assaillie par des intérêts économiques étrangers très nombreux, qui sont accueillis comme des investisseurs, et nous oublions notre capacité de compter sur nos propres forces. Et là, je m'adresse principalement à la jeunesse africaine, celle qui étudie, celle qui est dans cette salle, et qui doit faire, comme disait Cheikh Anta Diop, l'effort de travailler pour 10 autres Africains. C'est-à-dire de sortir de la spécialisation dans laquelle on vous met pour ouvrir vos humanités et comprendre l'importance de cette lutte, de s'engager politiquement pour la défense de notre continent. J'ai connu à l'époque
Salif Diallo ici à l'Université de Dakar en 1982, juste avant que je n'arrive au Canada, il était dans certains de nos cercles gauchisants. En 2004, je reçois l'appel de Salif Diallo et j'apprends qu'il était directeur de cabinet de Blaise Compaoré sous la Révolution. Il était malade et effrayé pour sa vie et convalescent à l'hôtel Bristol en France. Il est nerveux des perspectives de l'affaire Sankara à l'ONU. Nous venons de l'introduire à ce moment-là. Et il relate un vol de documents et de ses effets personnels qui auraient eu lieu des années plus tôt au sommet France-Afrique au Louvre, le 27 novembre 1997, quelques semaines après le dépôt de notre plainte, dans sa chambre de l'hôtel Bristol, alors qu'il accompagnait Ablassé Ouedraogo, ministre des Affaires étrangères. Il en voulait à des Français qui auraient joué double jeu dans ce complot, dont il reconnaissait qu'une portion de nos recherches des commanditaires était plausible. Salif Diallo, c'est l'alibi principal de Blaise Compaoré. Il dit qu'il était avec lui lorsque le coup est arrivé. Le document à propos d'un complot contre Sankara avec une complicité française, mais l'exonérant du complot était sa preuve. Ce document a été volé et subtilisé. C'est toute l'importance du second volet de notre procès, qu'on appelle le procès international. Car effectivement, la plupart des protagonistes ont été actuellement condamnés. Blaise Compaoré et Yassine Kafondo ont refusé de comparaître et ils ont été condamnés à perpétuité. L'essentiel des autres intervenants ont été condamnés dans une justice militaire qui, certes, a été un procès transparent, mais qui n'a pas été filmé, hélas, pour la postérité, malgré nos demandes. Je passe sous silence les années de travail de notre collectif d'avocats. Nous en avons eu 3. Dans ces collectifs, il y a des avocats qui sont morts. Sur ces 22, il en reste 11 à peu près, qui ont eu le courage de continuer ce travail de 25 ans. Dans ce travail, la CIGS salue la pugnacité et le courage de Mariam Sankara, la dignité de sa famille et l'inlassable travail conduit par nos équipes d'avocats, mais elle recommande la vigilance et la fermeté pour le respect de la justice. Elle salue surtout la mobilisation des panafricains et des internationalistes qui l'ont soutenu pour aboutir à ce résultat. Les partis civils qui se sont présentés et qui continuent de travailler savent très bien que le Burkina souffre actuellement d'un harcèlement lâche et injuste qui déplace ses populations, qui assaille les plus vulnérables et qui déstabilise toute la sous-région. Mais il reste des humains intègres. Et ça, c'est quelque chose que toute l'Afrique doit le reconnaître. Depuis que la Libye a été assaillie, depuis qu'on a fragilisé le processus de construction de l'Union africaine, il y a effectivement une déstabilisation dans la sous-région qui veut empêcher la construction du panafricanisme. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Il faut que nous soyons solidaires de ce qui se passe au Mali. Il faut que nous soyons solidaires de ce qui se passe au Burkina. Certes, à l'ère de Sankara, le Mali et le Burkina se sont fait la guerre, une guerre de pauvres, une guerre de sable. Mais dans ce sable, il y a en fait beaucoup de richesses. Il y a de l'eau, il y a de l'or, des choses que les multinationales juniors dans la place forte, qui est la place forte minière du Canada, à la bourse de Toronto, permet. Et justement, c'est de ça qu'il faut aujourd'hui se saisir. C'est cette bataille pour la souveraineté du continent africain. Cette bataille, nous allons la gagner. Nous allons la gagner d'abord parce qu'il faut réétudier pourquoi est-ce qu'il est important de maîtriser notre accumulation. Ce que Thomas Sankara a voulu faire, en sacrifiant, en sachant qu'il va donner sa vie pour le faire, c'est la bataille pour la maîtrise de la souveraineté du continent africain. C'est pour ça qu'il a mené une lutte pour la lutte contre l'apartheid. C'est pour ça qu'il était internationaliste avec la question du Nicaragua, avec la question de la Palestine. C'est pour ça qu'il avait compris que l'Afrique unie sur la question de la dette, eh bien, allait nécessairement pouvoir résister au système de l'ajustement. Et c'est ça qui a permis justement à ce qu'il soit petit à petit relégué et confiné dans cette nébuleuse. Cette nébuleuse qui va mettre un terme à sa vie, c'est une nébuleuse que nous appelons le dispositif de la France-Afrique. Elle part de la Côte d'Ivoire, elle se répand dans plusieurs pays de la sous-région, mais surtout, elle a existé dans une période de la cohabitation entre le régime de Mitterrand et celui de Chirac. Et en France, s'est mis en place tout un dispositif des services du SDES, des services français, les cellules africaines de Matignon, du Quai d'Orsay et de l'Élysée, avec des noms que nous avons, et c'est l'importance de finaliser cette question sur un procès international. Car en réalité, comme je le disais, cette question de l'impunité, elle est centrale. C'est l'impunité des firmes multinationales qui peuvent piller nos ressources, qui peuvent polluer
en toute impunité les choses. C'est l'impunité de nos dirigeants qui ponctionnent les deniers publics et les envoient dans des paradis fiscaux, ou bien les recyclent dans les investissements improductifs du système foncier et des habitations. C'est là que l'argent de l'Afrique, qui devrait nécessairement survivre et permettre le développement du continent, va. Et c'est justement cette lutte contre l'impunité qu'il faut mener. Et donc, nous savons que si Thomas Sankara était vivant aujourd'hui, il serait très préoccupé de la condition de l'Afrique. Il serait très préoccupé du fait que les jeunes générations africaines, parfois dépolitisées, parfois en fait surinformées par l'abondance d'informations qu'il y a dans les médias de communication, n'ont pas la capacité de discernement des véritables enjeux. Et c'est pour ça qu'il faut étudier et comprendre, ne pas être rebuté par la complexité de lire de façon critique ce qu'il a voulu faire. Par exemple, la question de la condition féminine, elle passe par le changement des mentalités masculines. Ce n'est pas seulement une histoire de femmes, c'est les hommes qui doivent changer dans leur perception et leur façon de faire. Comment vous éduquez vos filles, comment vous traitez vos femmes, comment vous traitez votre mère, etc. C'est ce changement que l'homme doit procéder à avoir. Et donc, ce changement, il en a été l'exemple vivant. Et il le faisait avec le sourire. Et aujourd'hui, s'il était parmi nous, il serait probablement allé avec le groupe Jam et il aurait joué avec eux à la fin du concert, parce qu'en plus, c'était un musicien. Je vous remercie.